l'histoire du soir. Elle avait été élevée dans une de ces familles qui vivent enfermées en elles-mêmes et qui semblent toujours loin de tout. Elles ignorent les événements politiques, bien qu'on en cause à table, mais les changements de gouvernement se passent si loin qu'on en parle de cela comme d'un fait historique. Les mœurs se modifient, les modes se succèdent, on ne s'en aperçoit guère dans la famille calme où l'on suit toujours les coutumes traditionnelles. Et si quelque histoire scabreuse se passe dans les environs, le scandale vient mourir au seuil de la maison. Seuls le père et la mère, un soir, échangent quelques mots là-dessus, mais à mi-voix, à cause des murs qui ont partout des oreilles. Et discrètement, le père dit : « Tu as su cette terrible affaire dans la famille des Rivoal ? » Et la mère répond : « Qui aurait jamais cru cela ? C'est affreux. » Les enfants ne se doutent de rien, et ils arrivent à l'âge de vivre à leur tour, avec un bandeau sur les yeux et sur l'esprit, sans soupçonner les dessous de l'existence, sans savoir qu'on ne pense pas comme on parle, et qu'on ne parle point comme on agit, sans savoir qu'il faut vivre en guerre avec tout le monde, ou du moins en paix armée, sans deviner qu'on est souvent trompé quand on est naïf, joué quand on est sincère, maltraité quand on est bon. Les uns vont jusqu'à la mort dans cet aveuglement de probité, de loyauté, d'honneur, tellement intègre que rien ne leur ouvre les yeux. Les autres, désabusés sans bien comprendre, trébuchent éperdus, désespérés, et meurent en se croyant les jouets d'une fatalité exceptionnelle, les victimes misérables d'événements funestes et d'hommes particulièrement criminels. Les Savignols marièrent leur fille Berthe à 18 ans. Elle épousa un jeune homme de Paris, Georges Baron, qui faisait des affaires à la bourse. Il était beau garçon, parlait bien, avec tous les dehors probes qu'il fallait, mais au fond du cœur, il se moquait un peu de ses beaux-parents attardés, qui l'appelaient entre amis « mes chers fossiles ». Il appartenait à une bonne famille, et la jeune fille était riche. Il l'emmena vivre à Paris. Elle devint une de ces provinciales de Paris dont la race est nombreuse. Elle demeura ignorante de la vie, de ses perfidies et de ses mystères. Enfermée en son ménage, elle ne connaissait guère que sa rue, et quand elle s'aventurait dans un autre quartier, il lui semblait accomplir un voyage lointain en une ville inconnue et étrangère. Elle disait le soir : « J'ai traversé les boulevards aujourd'hui. » 2 ou 3 fois par an, son mari l'emmenait au théâtre. C'étaient des fêtes dont le souvenir ne s'éteignait plus et dont on reparlait sans cesse. Quelquefois, à table, 3 mois après, elle se mettait brusquement à rire et s'écriait : « Te rappelles-tu de cet acteur habillé en général et qui imitait le chant du coq ? » Toutes ces relations se bornaient à 2 familles alliées qui, pour elle, représentaient l'humanité. Elle les désignait en faisant précéder leur nom de l'article les Martinet et les Michelin. Son mari vivait à sa guise, rentrant quand il voulait, parfois au jour levant, prétextant des affaires, ne se gênant point, sûr que jamais un soupçon n'effleurerait cette âme candide. Mais un matin,
elle reçut une lettre anonyme. Elle demeura éperdue, ayant le cœur trop droit, pour comprendre l'infamie des dénonciations, pour mépriser cette lettre dont l'auteur se disait inspiré par l'intérêt de son bonheur, et haine du mal et l'amour de la vérité. On lui révélait que son mari avait, depuis 2 ans, une maîtresse, une jeune veuve, Madame Rosset, chez qui il passait toutes ses soirées. Elle ne sut ni feindre, ni dissimuler, ni épier, ni ruser. Quand il revint pour déjeuner, elle lui jeta cette lettre en sanglotant et s'enfuit dans sa chambre. Il eut le temps de comprendre, de préparer sa réponse, et il alla frapper à la porte de sa femme. Elle ouvrit aussitôt, n'osant pas le regarder. Il souriait, il s'assit, l'attira sur ses genoux, et d'une voix douce, un peu moqueuse, « Ma chère petite, j'ai en effet pour amie Madame Rosset, que je connais depuis 10 ans et que j'aime beaucoup. J'ajouterai que je connais 20 autres familles dont je ne t'ai jamais parlé, sachant que tu ne recherches pas le monde, les fêtes et les relations nouvelles. Mais pour en finir une fois pour toutes avec ces dénonciations infâmes, je te prierai de t'habiller après le déjeuner et nous irons faire une visite à cette jeune femme qui deviendra ton amie, je n'en doute pas. » Elle embrassa à plein bras son mari, et par une de ces curiosités féminines qui ne s'endorment plus une fois éveillées, elle ne refusa point d'aller voir cette inconnue qui lui demeurait malgré tout un peu suspecte. Elle sentait, par instinct, qu'un danger connu est presque évité. Elle entra dans un petit appartement coquet, plein de bibelots, orné avec art, au 4e étage d'une belle maison. Au bout de 5 minutes d'attente, dans un salon assombri par des tentures, des portières, des rideaux drapés gracieusement, une porte s'ouvrit et une jeune femme apparut, très brune, petite, un peu grasse, étonnée et souriante. Georges fit les présentations. « Ma femme, Madame Julie Rosset. » La jeune veuve poussa un léger cri d'étonnement et de joie, et s'élança les 2 mains ouvertes. Elle n'espérait point, disait-elle, avoir ce bonheur, sachant que Madame Baron ne voyait personne. Mais elle était si heureuse, si heureuse. Elle aimait tant Georges, elle disait Georges tout court avec une fraternelle familiarité, qu'elle avait une envie folle de connaître sa jeune femme et de l'aimer aussi. Au bout d'1 mois, les 2 nouvelles amies ne se quittaient plus. Elles se voyaient chaque jour, souvent 2 fois, et dînaient tous les soirs ensemble, tantôt chez l'une, tantôt chez l'autre. Georges, maintenant, ne sortait plus guère, ne prétextait plus d'affaires, adorant, disait-on, son coin du feu. Enfin, un appartement s'étant trouvé libre dans la maison habitée par Madame Rosset, Madame Baron s'empressa de le prendre pour se rapprocher et se réunir encore davantage. Et pendant 2 années entières, ce fut une amitié sans un nuage, une amitié de cœur et d'âme, absolue, tendre, dévouée, délicieuse. Berthe ne pouvait plus parler sans prononcer le nom de Julie, qui représentait pour elle la perfection. Elle était heureuse d'un bonheur parfait, calme et doux.
Mais voici que Madame Rosset tomba malade. Berthe ne la quitta plus. Elle passait les nuits, se désolait, son mari lui-même était désespéré. Or un matin, le médecin, en sortant de sa visite, prit à part Georges et sa femme et leur annonça qu'il trouvait fort grave l'état de leur ami. Dès qu'il fut parti, les jeunes gens atterrés s'assirent l'un en face de l'autre, puis brusquement se mirent à pleurer. Ils veillèrent, la nuit, tous les deux ensemble auprès du lit, et Berthe à tout instant embrassait tendrement la malade, tandis que Georges, debout devant les pieds de sa couche, la contemplait silencieusement avec une persistance acharnée. Le lendemain, elle allait plus mal encore. Enfin, vers le soir, elle déclara qu'elle se trouvait mieux et contraignit ses amis à redescendre chez eux pour dîner. Ils étaient tristement assis dans leur salle, sans guère manger, quand la bonne remit à Georges une enveloppe. Il l'ouvrit, lut, devint livide et, se levant, il dit à sa femme d'un air étrange : « Attends-moi, il faut que je m'absente un instant. Je serai de retour dans 10 minutes. Surtout, ne sors pas. » Et il courut dans sa chambre prendre son chapeau. Berthe l'attendit, torturée par une inquiétude nouvelle, mais docile en tout, elle ne voulait point remonter chez son ami avant qu'il fût revenu. Comme il ne reparaissait pas, la pensée lui vint d'aller voir en sa chambre qu'il avait pris ses gants, ce qui eût indiqué qu'il devait entrer quelque part. Elle les aperçut du premier coup d'œil. Près d'eux, un papier froissé gisait, jeté là. Elle le reconnut aussitôt, c'était celui qu'on venait de remettre à Georges. Et une tentation brûlante, la première de sa vie, lui vint de lire, de savoir. Sa conscience révoltée luttait, mais la démangeaison d'une curiosité fouettée et douloureuse poussait sa main. Elle saisit le papier, l'ouvrit, reconnut aussitôt l'écriture, celle de Julie, une écriture tremblée au crayon. Elle lut : « Viens seul m'embrasser, mon pauvre ami, je vais mourir. » Elle ne comprit pas d'abord et restait là stupide, frappée surtout par l'idée de mort. Puis soudain, le tutoiement saisit sa pensée, et ce fut comme un grand éclair illuminant son existence, lui montrant toute l'infâme vérité, toute leur trahison, toute leur perfidie. Elle comprit leurs longues astuces, leurs regards, sa bonne foi jouée, sa confiance trompée. Elle les revit l'un en face de l'autre, le soir sous l'abat-jour de sa lampe, lisant le même livre, se consultant de l'œil à la fin des pages. Et son cœur, soulevé d'indignation, meurtri de souffrance, s'abîma dans un désespoir sans bornes. Des pas retentirent. Elle s'enfuit et s'enferma chez elle. Son mari, bientôt, l'appela. « Viens vite, Madame Rosset va mourir,
Berthe parut sur sa porte et, la lèvre tremblante, « Retournez seul auprès d'elle. Elle n'a pas besoin de moi. » Il la regarda follement, abruti de chagrin, et il reprit. « Vite, vite, elle meurt !» Berthe répondit. « Vous aimeriez mieux que ce fût moi. » Alors il comprit peut-être, et s'en alla, remontant près de l'agonisante. Il la pleura sans dissimulation, sans pudeur, indifférent à la douleur de sa femme, qui ne lui parlait plus, ne le regardait plus, vivait seul, muré dans le dégoût, dans une colère révoltée, et priait Dieu matin et soir. Ils habitaient ensemble pourtant, mangeaient face à face, muets et désespérés. Puis il s'apaisa peu à peu, mais elle ne lui pardonnait point. Et la vie continua, dure pour tous les deux. Pendant 1 an, ils demeurèrent aussi étrangers l'un à l'autre que s'ils ne se fussent pas connus. Berthe faillit devenir folle. Puis un matin, étant partie dès l'aurore, elle rentra vers 8 heures, portant en ses 2 mains un énorme bouquet de roses blanches, toutes blanches. Et elle fit dire à son mari qu'elle désirait lui parler. Il vint, inquiet, troublé. « Nous allons sortir ensemble, lui dit-elle. Prenez ces fleurs, elles sont trop lourdes pour moi. » Il prit le bouquet et suivit sa femme. Une voiture les attendait, qui partit dès qu'ils furent montés. Elle s'arrêta devant la grille du cimetière, et Berthe, dont les yeux s'emplissaient de larmes, dit à Georges. « Conduisez-moi à sa tombe. » Il tremblait, sans comprendre, et il se mit à marcher devant, tenant toujours les fleurs en ses bras. Il s'arrêta enfin devant un marbre blanc et le désigna sans rien dire. Alors, elle lui reprit le grand bouquet et, s'agenouillant, le déposa sur les pieds du tombeau. Puis elle s'isola en une prière inconnue et suppliante. Debout derrière elle, son mari, hanté de souvenirs, pleurait. Elle se releva et lui tendit les mains. « Si vous voulez, nous serons amis, » lui dit-elle. L'histoire du soir. Le docteur Bonenfant cherchait dans sa mémoire, répétant à mi-voix. Un souvenir de Noël. Un souvenir de Noël. Et tout à coup, il s'écria. Mais si, j'en ai un. Et un bien étrange encore. C'est une histoire fantastique. J'ai vu un miracle. Oui, mesdames, un miracle, la nuit de Noël. Cela vous étonne de m'entendre parler ainsi, moi qui ne crois guère à rien. Et pourtant, j'ai vu un miracle. Je l'ai vu, fis-je, vu de mes propres yeux, vu, ce qui s'appelle vu. En ai-je été fort surpris ? Non pas, car si je ne crois point à vos croyances, je crois à la foi, et je sais qu'elle transporte les montagnes. Je pourrais citer bien des exemples, mais je vous indignerai et je m'exposerai aussi à amoindrir l'effet de mon histoire. Je vous avouerai d'abord que si je n'ai pas été fort convaincu et converti par ce que j'ai vu, j'ai été du moins fort ému, et je vais tâcher de vous dire la chose naïvement, comme si j'avais une crédulité d'Auvergnat.
J'étais alors médecin de campagne, habitant le bourg de Rolleville, en pleine Normandie. L'hiver, cette année-là, fut terrible. Dès la fin de novembre, les neiges arrivèrent après une semaine de gelée. On voyait de loin les gros nuages venir du nord, et la blanche descente des flocons commença. En une nuit, toute la plaine fut ensevelie. Les fermes, isolées dans leurs cours carrés, derrière leurs rideaux de grands arbres poudrés de frimas, semblaient s'endormir sous l'accumulation de cette mousse épaisse et légère. Aucun bruit ne traversait plus la campagne immobile. Seuls les corbeaux, par bandes, décrivaient de longs festons dans le ciel, cherchant leur vie inutilement, s'abattant tous ensemble sur les champs livides et piquant la neige de leurs grands becs. On n'entendait rien que le glissement vague et continu de cette poussière tombant toujours. Cela dura 8 jours pleins, puis l'avalanche s'arrêta. La terre avait sur le dos un manteau épais de 5 pieds. Et pendant 3 semaines ensuite, un ciel clair, comme un cristal bleu le jour, et la nuit, tout semé d'étoiles qu'on aurait cru de givre, tant le vaste espace était rigoureux, s'étendit sur la nappe unie, dure et luisante des neiges. La plaine, les haies, les ormes des clôtures, tout semblait mort, tué par le froid. Ni hommes ni bêtes ne sortaient plus, seules les cheminées des chaumières en chemise blanche révélaient la vie cachée par des minces filets de fumée qui montaient droit dans l'air glacial. De temps en temps, on entendait craquer les arbres, comme si leurs membres de bois se fussent brisés sous l'écorce, et parfois une grosse branche se détachait et tombait, l'invincible gelée pétrifiant la sève et cassant les scies. Les habitations semées çà et là par les champs semblaient éloignées de 100 lieues les unes des autres. On vivait comme on pouvait. Seul, j'essayais d'aller voir mes clients les plus proches, m'exposant sans cesse à rester enseveli dans quelques creux. Je m'aperçus bientôt qu'une terreur mystérieuse planait sur le pays. Un tel fléau, pensait-on, n'était point naturel. On prétendit qu'on entendait des voix la nuit, des sifflements aigus et des cris qui passaient. Ces cris et ces sifflements venaient sans aucun doute des oiseaux émigrants qui voyagent au crépuscule et qui fuyaient en masse vers le sud. Mais allaient donc faire entendre raison à des gens affolés. Une épouvante envahissait les esprits et on s'attendait à un événement extraordinaire. La forge du père Vatinel était située au bout du hameau des Pivans, sur la grande route, maintenant invisible et déserte. Or, comme les gens manquaient de pain, le forgeron résolut d'aller jusqu'au village. Il resta quelques heures à causer dans les 6 maisons qui forment le centre du pays, prit son pain et des nouvelles, et un peu de cette peur épandue sur la campagne. Et il se mit en route avant la nuit. Tout d'un coup, en longeant une haie, il crut voir un œuf dans la neige. Oui, un œuf, déposé là, tout blanc comme le reste du monde. Il se pencha. C'était un œuf, en effet. D'où venait-il? Quelle poule avait pu sortir du poulailler et venir pondre en cet endroit? Le forgeron s'étonna, ne comprit pas, mais il ramassa l'œuf et le porta à sa femme. « Tiens, voilà un œuf que j'ai trouvé sur la route. » La femme hocha la tête. « Un œuf sur la route, par ce temps-ci? Tu es saoul ?» Mais non, même qu'il était au pied d'une haie et encore chaud, pas gelé. Je me le suis mis sur l'estomac pour qu'il ne refroidisse pas. Tu le mangeras pour ton dîner. L'œuf fut glissé dans la marmite où mijotait la soupe, et le forgeron se mit à raconter ce qu'on disait par la contrée. La femme écoutait toute pâle. « Pour sûr que j'ai entendu des sifflets l'autre nuit, même qu'ils semblaient venir de la cheminée. »
se mit à table, on mangea la soupe d'abord, puis pendant que le mari étendait du beurre sur son pain, la femme prit l'œuf et l'examina d'un œil méfiant. Et s'il y avait quelque chose dans cet œuf? Mais qu'est-ce que tu veux qu'il y ait? Je sais pas moi. Allons, mange-le et fais pas la bête. Elle ouvrit l'œuf. Il était comme tous les œufs et bien frais. Elle se mit à le manger en hésitant, le goûtant, le laissant, le reprenant. Le mari disait: Eh bien, quel goût il a cet œuf? Elle ne répondit pas, et elle acheva de l'avaler. Puis soudain, elle planta sur son homme des yeux fixes, hagards, aliolés, leva les bras, les tordit et convulsée de la tête aux pieds, roula par terre en poussant des cris horribles. Toute la nuit, elle se débattit en des spasmes épouvantables, secouée de tremblements effrayants, déformée par de hideuses convulsions. Le forgeron, impuissant à la tenir, fut obligé de la lier. Et elle hurlait sans repos d'une voix infatigable. « Je l'ai dans le corps! Je l'ai dans le corps !» Je fus appelé le lendemain. J'ordonnai tous les calmants connus, sans obtenir le moindre résultat. Elle était folle. Alors, avec une incroyable rapidité, malgré l'obstacle des hautes neiges, une nouvelle étrange, courut de ferme en ferme. La femme du forgeron est possédée. Et on venait de partout, sans oser pénétrer dans la maison. On écoutait de loin ces cris affreux poussés d'une voix si forte qu'on ne les aurait pas crus d'une créature humaine. Le curé du village fut prévenu. C'était un vieux prêtre naïf. Il accourut en surplis comme pour administrer un mourant, et il prononça en étendant les mains les formules d'exorcisme pendant que 4 hommes maintenaient sur un lit la femme écumante et tordue. Mais l'esprit ne fut point chassé, et la Noël arriva sans que le temps eût changé. La veille au matin, le prêtre vint me trouver. « J'ai envie, dit-il, de faire assister à l'office de cette nuit cette malheureuse. Peut-être Dieu fera-t-il un miracle en sa faveur, à l'heure même où il naquit d'une femme. » Je répondis au curé: « Je vous approuve absolument, monsieur l'abbé. Si elle a l'esprit frappé par la cérémonie, et rien n'est plus propice à l'émouvoir, elle peut être sauvée sans autre remède. » Le vieux prêtre murmura: « Vous n'êtes pas croyant, docteur, mais aidez-moi, n'est-ce pas? Vous vous chargez de l'amener ?» Et je lui promis mon aide. Le soir vint, puis la nuit, et la cloche de l'église se mit à sonner, jetant sa voix plaintive à travers l'espace morne, sur l'étendue blanche et glacée des neiges. Des êtres noirs s'en venaient lentement, par groupes, dociles au cri d'airain du clocher. La pleine lune, éclairée d'une lueur vive et blafarde de tout l'horizon, rendait plus visible la pâle désolation des champs. J'avais pris 4 hommes robustes et je me rendis à la forge. La possédée hurlait toujours, attachée à sa couche. On la vêtit proprement, malgré sa résistance éperdue, et on l'emporta. L'église était maintenant pleine de monde, illuminée et froide. Les chantres poussaient leurs notes monotones, le serpent ronflait, la petite sonnette de l'enfant de chœur tintait, réglant les mouvements des fidèles. J'enfermai la femme et ses gardiens dans la cuisine du presbytère, et j'attendis le moment que je croyais favorable. Je choisis l'instant qui suit la communion. Tous les paysans, hommes et femmes, avaient reçu leur Dieu pour fléchir sa rigueur. Un grand silence planait pendant que le prêtre achevait le mystère divin. Sur mon ordre, la porte fut ouverte et les 4 aides apportèrent la folle. Dès qu'elle aperçut les lumières, la foule à genoux, le cœur en feu et le tabernacle doré, elle se débattit d'une telle vigueur qu'elle faillit nous échapper, et elle poussa des clameurs si aiguës qu'un frisson d'épouvante passa dans l'église. Toutes les têtes se relevèrent et des gens s'enfuirent.
Elle n'avait plus la forme d'une femme, crispée et tordue en nos mains, le visage contourné, les yeux fous. On la traîna jusqu'aux marches du chœur, et puis on la tint fortement accroupie par terre. Le prêtre s'était levé, il attendait. Dès qu'il la vit arrêtée, il prit en ses mains l'ostensoir ceint de rayons d'or, avec l'hostie blanche au milieu, et s'avançant de quelques pas, il l'éleva de ses 2 bras tendus au-dessus de la tête, le présentant au regard effaré de la démoniaque. Elle hurlait toujours, l'œil fixé, tendu sur cet objet rayonnant. Et le prêtre demeurait tellement immobile qu'on l'aurait pris pour une statue, et cela dura longtemps. La femme semblait saisie de peur, fascinée. Elle contemplait fixement l'ostensoir, secouée encore de tremblements terribles, mais passagers, et criant toujours, mais d'une voix moins déchirante. Et cela dura encore longtemps. On eût dit qu'elle ne pouvait plus baisser les yeux, qu'ils étaient rivés sur l'hostie, et elle ne faisait plus que gémir, et son corps raidi s'amollissait, s'affaissait. Toute la foule était prosternée, le front par terre. La possédée, maintenant, baissait rapidement les paupières, puis les relevait aussitôt, comme impuissante à supporter la vue de son Dieu. Elle s'était tue, et puis soudain, je m'aperçus que ses yeux demeuraient clos. Elle dormait du sommeil des somnambules, vaincue par la contemplation persistante de l'ostensoir aux rayons d'or, terrassé par le Christ victorieux. On l'emporta, inerte, pendant que le prêtre remontait vers l'autel. L'assistance, bouleversée, entonna le Te Deum d'action de grâce. Et la femme du forgeron dormit 40 heures de suite, puis se réveilla sans aucun souvenir de la possession ni de la délivrance. Voilà, mesdames, le miracle que j'ai vu. Le docteur Bonenfant se tut, puis ajouta d'une voix contrariée. Je n'ai pu refuser de l'attester par écrit. L'histoire du soir. Je parie, dit madame Lepic, qu'Honorine a encore oublié de fermer les poules. C'est vrai, on peut s'en assurer par la fenêtre. Là-bas, tout au fond de la grande cour, le petit pois aux poules découpe dans la nuit le carré noir de sa porte ouverte. Félix, si tu allais les fermer, dit madame Lepic à l'aîné de ses 3 enfants. Je ne suis pas ici pour m'occuper des poules, dit Félix, garçon pâle, indolent et poltron. Et toi, Ernestine ? Oh, moi, maman, j'aurais trop peur. Grand frère Félix et sœur Ernestine lèvent à peine la tête pour répondre. Ils lisent, très intéressés, les coudes sur la table, presque front contre front. Dieu que je suis bête, dit madame Lepic, je n'y pensais plus. Poil de carotte, va fermer les poules. Elle donne ce petit nom d'amour à son dernier né parce qu'il a les cheveux roux et la peau tachée. Poil de carotte, qui joue à rien sous la table, se dresse et dit avec timidité. « Mais, maman, j'ai peur moi aussi. »« Comment ?» répond madame Lepic. « Un grand gars comme toi ? C'est pour rire. Dépêche-toi, s'il te plaît. » On le connaît, il est hardi comme un bouc, dit sa sœur Ernestine. Il ne craint rien ni personne, dit Félix, son grand frère. Ces compliments enorgueillissent Poil de carotte, et, honteux d'en être indigne, il lutte déjà contre sa couardise. Pour l'encourager définitivement, sa mère lui promet une gifle. « Au moins, éclairez-moi, dit-il. Madame Lepic hausse les épaules, et Félix sourit avec mépris. Seule pitoyable, Ernestine prend une bougie
et accompagne petit frère jusqu'au bout du corridor. « Je t'attendrai là, » dit-elle. Mais elle s'enfuit tout de suite, terrifiée, parce qu'un fort coup de vent fait vaciller la lumière et l'éteint. Poil de Carotte, les fesses collées, les talons plantés, se met à trembler dans les ténèbres. Elles sont si épaisses qu'il se croit aveugle. Parfois, une rafale l'enveloppe, comme un drap glacé, pour l'emporter. Des renards, des loups, ne lui souffle-t-il pas dans ses doigts, sur sa joue ? Le mieux est de se précipiter, au jugé, vers les poules, la tête en avant, afin de trouer l'ombre. Tâtonnant, il saisit le crochet de la porte, et au bruit de ses pas, les poules effarées s'agitent en gloussant sur leur perchoir. Poil de Carotte leur crie. « Taisez-vous donc, c'est moi !» Ferme la porte et se sauve, les jambes, les bras comme ailés. Quand il rentre, haletant, fier de lui, dans la chaleur et la lumière, il lui semble qu'il échange des loques pesantes de boue et de pluie contre un vêtement neuf et léger. Il sourit, se tient droit, dans son orgueil, attend les félicitations, et maintenant, hors de danger, cherche sur le visage de ses parents la trace des inquiétudes qu'ils ont eues. Mais grand frère Félix et sœur Ernestine continuent tranquillement leur lecture, et Madame Le Pic lui dit de sa voix naturelle. « Poil de Carotte, tu iras les fermer tous les soirs. » Comme à l'ordinaire, Monsieur Le Pic vide sur la table sa carnassière. Elle contient 2 perdrix. Grand frère Félix les inscrit sur une ardoise pendue au mur. C'est sa fonction. Chacun des enfants a la sienne. Sœur Ernestine dépouille et plume le gibier. Quant à Poil de Carotte, il est spécialement chargé d'achever les pièces blessées. Il doit ce privilège à la dureté bien connue de son cœur sec. Les 2 perdrix s'agitent, remuent le col. « Qu'est-ce que tu attends pour les tuer ?» dit Madame Le Pic. « Maman, j'aimerais autant les marquer sur l'ardoise, à mon tour. »« L'ardoise est trop haute pour toi. Alors j'aimerais autant les plumer. Ce n'est pas l'affaire des hommes. » Poil de Carotte prend les 2 perdrix. On lui donne obligeamment les indications d'usage. « Serre-les là, tu sais bien, au cou, à rebrousse-plume. » Une pièce dans chaque main derrière son dos, il commence. Les perdrix se défendent, convulsives, et les ailes battantes éparpillent leurs plumes. Jamais elles ne voudront mourir. Il étranglerait plus aisément d'une main un camarade. Il les met entre ses 2 genoux pour les contenir, et tantôt rouge, tantôt blanc en sueur, la tête haute, afin de ne rien voir, il serre plus fort. Elle s'obstine. Pris de la rage d'en finir, il les saisit par les pattes et leur cogne la tête sur un bout de son soulier. « Oh, le bourreau !» s'écrie grand frère Félix et sœur Ernestine. « Le fait est qu'il raffine, dit Madame Le Pic, les pauvres bêtes. Je ne voudrais pas être à leur place entre ses griffes. » Monsieur Le Pic, un vieux chasseur pourtant, sort écœuré. « Voilà, dit Poil de Carotte en jetant les perdrix mortes sur la table. Monsieur Le Pic et sœur Ernestine, accoudés sous la lampe, lisent l'un le journal, l'autre son livre de prix. Madame Le Pic tricote, grand frère Félix grille ses jambes au feu, et Poil de Carotte par terre
se rappelle des choses. Tout à coup, Pyrame, qui dort sous le paillasson, pousse un grognement sourd. « Chut !» fait Monsieur le Pic. Pyrame grogne plus fort. « Imbécile !» dit Madame le Pic. Mais Pyrame aboie avec une telle brusquerie que chacun sursaute. Madame le Pic porte la main à son cœur. Monsieur le Pic regarde le chien de travers, les dents serrées. Grand frère Félix jure, et bientôt, on ne s'entend plus. « Veux-tu te taire, sale chien ? Tais-toi donc, bougre !» Pyrame redouble. Madame le Pic lui donne des claques. Monsieur le Pic le frappe de son journal, puis du pied. Pyrame hurle à plat ventre, le nez bas, par peur des coups, et on dirait que rageur, la gueule heurtant le paillasson, il casse sa voix en éclats. La colère suffoque les Le Pic. Il s'acharne, debout, contre le chien couché qui leur tient tête. Les vitres crissent, le tuyau du poêle chevrotte, et sœur Ernestine jappe. Mais Poil de Carotte, sans qu'on le lui ordonne, est allé voir ce qu'il y a. Un cheminot attardé passe dans la rue peut-être et rentre tranquillement chez lui, à moins qu'il n'escalade le mur du jardin pour voler. Poil de Carotte, par le long corridor noir, s'avance, les bras tendus vers la porte. Il trouve le verrou et le tire avec fracas, mais il n'ouvre pas la porte. Autrefois, il s'exposait et sortait dehors, et sifflant, chantant, tapant du pied, il s'efforçait d'effrayer l'ennemi. Aujourd'hui, il triche. Tandis que ses parents s'imaginent qu'il fouille hardiment les coins et tourne autour de la maison en gardien fidèle, il les trompe et reste collé derrière la porte. Un jour, il se fera pincer. Mais depuis longtemps, sa ruse lui réussit. Il n'a peur que d'éternuer et de tousser. Il retient son souffle et s'il lève les yeux, il aperçoit par une petite fenêtre au-dessus de la porte 3 ou 4 étoiles dont l'étincelante pureté le glace. Mais l'instant est venu de rentrer. Il ne faut pas que le jeu se prolonge trop. Les soupçons s'éveilleraient. De nouveau, il secoue avec ses mains frêles le lourd verrou qui grince dans les crampons rouillés et il le pousse bruyamment jusqu'au fond de la gorge. À ce tapage, qu'on juge s'il revient de loin et s'il a fait son devoir. Chatouillé au creux du dos, il court vite rassurer sa famille. Or, comme la dernière fois, pendant son absence, Pyrame s'est tu. Les Le Pic calmés ont repris leur place inamovible, et quoi qu'on ne lui demande rien, Poil de Carotte dit tout de même par habitude « c'est le chien qui rêvait ». Poil de Carotte n'aime pas les amis de la maison. Ils le dérangent, lui prennent son lit et l'obligent à coucher avec sa mère. Or, si le jour il possède tous les défauts, la nuit il a principalement celui de ronfler. Il ronfle exprès, sans aucun doute. La grande chambre, glaciale même en août, contient 2 lits. L'un est celui de Monsieur le Pic, et dans l'autre, Poil de Carotte va reposer à côté de sa mère au fond. Avant de s'endormir, il saute sous le drap pour déblayer sa gorge. Mais peut-être ronfle-t-il du nez. Il fait souffler en douceur ses narines afin de s'assurer qu'elles ne sont pas bouchées.
il s'exerce à ne point respirer trop fort. Mais dès qu'il dort, il ronfle. C'est comme une passion. Aussitôt, Madame Le Pic lui entre 2 ongles jusqu'au sang, dans le plus gras d'une fesse. Le cri de Poil de Carotte réveille brusquement Monsieur Le Pic qui demande « Qu'est-ce que tu as ?» « Il a le cauchemar, dit Madame Le Pic. Et elle chantonne, à la manière des nourrices, un air berceur qui semble indien. Du front, des genoux poussant le mur, comme s'il voulait l'abattre, les mains plaquées sur les fesses pour parer le pinson qui va venir au premier appel des vibrations sonores, Poil de Carotte se rendort dans le grand lit où il repose, à côté de sa mère, au fond. Peut-on, doit-on le dire, Poil de Carotte, à l'âge où les autres communient, blanc de cœur et de corps, est resté malpropre. Une nuit, il a trop attendu, n'osant demander. Il espérait, au moyen de tortillements gradués, calmer le malaise. Quelle prétention! Une autre nuit, il s'est rêvé commodément, installé contre une borne, à l'écart, puis il a fait dans les draps, tout innocent, bien endormi. Madame Le Pic se garde de s'emporter. Elle nettoie, calme, indulgente, maternelle, et même le lendemain matin, comme un enfant gâté, Poil de Carotte déjeune avant de se lever. On lui apporte sa soupe au lit, une soupe soignée où Madame Le Pic, avec une palette de bois, en a délayé un peu. À son chevet, grand frère Félix et sœur Ernestine observent Poil de Carotte d'un air sournois, prêt à éclater de rire au premier signal. Madame Le Pic, petite cuillère par petite cuillère, donne la béquée à son enfant. Du coin de l'œil, elle semble dire à grand frère Félix et sœur Ernestine « Attention, préparez-vous ». Par avance, ils s'amusent des grimaces futures. On aurait dû inviter quelques voisins. Enfin, Madame Le Pic, avec un dernier regard aux aînés comme pour leur demander « Y êtes-vous ?», lève lentement la dernière cuillerée et l'enfonce jusqu'à la gorge dans la bouche grande ouverte de Poil de Carotte, le bourre, le gave, et lui dit à la fois goguenard et dégoûté « Ah, ma petite salissure, tu en as mangé, et de la tienne encore, de celle d'hier. » « Je m'en doutais, » répond simplement Poil de Carotte, sans faire la figure espérée. Il s'y habitue, et quand on s'habitue à une chose, elle finit par n'être plus drôle du tout. Bonne nuit. L'histoire du soir. Dans le nord de Londres, le quartier résidentiel de Highgate a très bonne réputation. Ses grands espaces verts, ses maisons victoriennes et ses imposantes bâtisses géorgiennes en pierre lourde lui donnent un air de village cossu qui a la cote auprès des célébrités et riches entrepreneurs en quête d'un havre de paix à moins de 20 minutes du centre de la capitale. Y résident notamment Kate Moss ou encore Rod Stewart. Le quartier devient particulièrement pittoresque en hiver, alors que les feuilles gelées jonchent les trottoirs et que la neige se met à virevolter au gré du vent, et pas seulement dans les narines de Kate. À Highgate, donc, on est entre gens bien. Il y a évidemment le club de golf, très fréquenté, mais aussi de vieux pubs, aux grands fauteuils confortables et à l'odeur de bière tiède. Mais également des petits commerces de proximité, des librairies indépendantes, quelques boutiques bio, un large choix de restaurants et un cimetière à l'histoire très chargée, dont les événements
ont fait l'objet de plusieurs enquêtes de Scotland Yard et de différentes publications scientifiques. Le cimetière de Highgate fait partie des Magnificent Seven, les 7 cimetières londoniens directement inspirés du cimetière du Père-Lachaise à Paris. Il est réputé pour sa beauté époustouflante. L'espace est immense, grand comme 15 terrains de football, bordé de végétation luxuriante et coupé par de petits chemins sinueux, d'où il est possible d'admirer de vieilles statues en pierre taillée, représentant notamment des anges endormis. Il est également connu pour les grands noms qui y reposent: Karl Marx, dont le monument abritant la dépouille a été vandalisé en 2019, ou encore plus récemment George Michael. Mais sous ces épais nuages gris, derrière de vieilles grilles rouillées, le cimetière de Highgate cache une autre histoire, celle de phénomènes étranges et inquiétants qui se répètent depuis son ouverture. Et c'est à la fin des années 60 que les événements dramatiques s'intensifient jusqu'à attirer l'attention de tout le pays. En effet, des habitants de Highgate sont tour à tour attaqués aux abords du cimetière par une créature effrayante qui semble avoir une silhouette humaine. Une jeune fille est même retrouvée avec une large morsure au cou, ce qui fera éclater l'affaire au niveau national, attirant dans le quartier des dizaines de journalistes et les caméras de la BBC pendant plusieurs semaines. Des détectives de Scotland Yard sont envoyés sur les lieux pour mener l'enquête et les habitants restent confinés chez eux. Le cimetière est divisé en deux par une petite rue, Swains Lane, qui permet aux habitants de rejoindre le quartier résidentiel bien plus rapidement en coupant le cimetière plutôt qu'en le contournant. C'est sur ce passage lugubre et mal éclairé, qu'empruntent les habitants la nuit, que les attaques semblent avoir lieu. De jeunes filles indiqueront avoir vu des morts sortir de leur tombe. Puis un couple respectable du quartier affirmera avoir été suivi par une grande forme sombre, mi-humaine, mi-animale, avant de réussir à s'enfuir. Mais surtout, ce sont les 150 animaux morts qui ont été retrouvés en quelques semaines dans les années du cimetière qui rendent les autorités perplexes. Des chats, des lapins, des chiens, et même une chèvre, toujours mordus au niveau du cou avant d'être complètement vidés de leur sang. L'affaire fascine le pays et est désormais connue sous le nom de l'affaire du vampire de Highgate. Les autorités font appel à David Farran, un détective spécialisé dans les affaires inexpliquées, est mort en 2019. Il décide de s'introduire dans le cimetière en pleine nuit, sans lumière, et d'enquêter. Dans la nuit du 24 au 25 décembre, Farran est surpris par un homme qu'il décrit comme étant de très grande taille, au moins 2,50 m, arborant un long manteau sombre et dont les yeux scintillaient même dans le noir total. Farran explique avoir tenté de rester rationnel. Peut-être s'agissait-il simplement d'enfants qui étaient montés les uns sur les autres et tentaient de l'effrayer.
Mais l'homme, dit-il, s'est rapproché et est resté quelques instants à l'observer, alors qu'il récitait des prières, ne sachant que faire d'autre, avant de s'éloigner. Pendant ce temps-là, le quartier de Highgate est en ébullition, et les témoignages et hypothèses se succèdent. Sean Manchester, le révérend de la paroisse locale, affirme qu'il s'agit d'un vampire et demande à la population de ne pas s'approcher des abords du cimetière la nuit. Il tire ses conclusions du fait qu'au XIXe siècle, le corps d'un seigneur médiéval roumain fut enterré à Highgate avant la construction du cimetière et a vu sa tombe profanée par des étudiants anglais qui auraient réalisé sur la dépouille des rituels sataniques avant qu'un démon ne transforme le corps en vampire. Les médias mènent leur propre enquête également et s'intéressent aux 2 jeunes filles qui ont vu des morts sortir de leur tombe. L'une d'elles a des comportements étranges depuis cette fameuse nuit et présente des symptômes nouveaux de somnambulisme. Les autres membres de son foyer l'auraient même surprise en train de dévorer en pleine nuit de la viande crue. Le révérend Manchester décide de passer une nuit dans le foyer familial, et ce dont il sera témoin le hantera à jamais. Alors qu'il était installé dans le salon pour y passer la nuit, Elisabeth eut un épisode de somnambulisme pour le moins particulier. En plein milieu de la nuit, alors que toute la maison était profondément endormie, la jeune fille sortit discrètement dehors avant de se diriger tranquillement vers Swains Lane, au beau milieu du cimetière, suivie de loin par l'homme d'église. Au milieu des tombeaux, elle semble alors comme en état de transe, hurle et gesticule avant qu'il ne vienne calmer ses cris avec son crucifix. Alors que Scotland Yard peine à résoudre l'affaire et donner une explication rationnelle aux événements étranges qui fascinent désormais tout le pays, une chasse à l'homme, ou plutôt une chasse aux vampires, est organisée par la paroisse locale et de nombreux résidents du quartier et d'ailleurs s'y joignent. Le 12 mars 1970 à 22h, c'est plusieurs milliers de personnes qui sont réunies sur Swains Lane. Le résultat de cette battue est catastrophique. Le cimetière a été saccagé, des tombes ont été déplacées et un corps a même été extrait de son cercueil. Face aux émeutes provoquées, le cimetière est fermé et la situation se tasse. 5 mois après la battue, un corps calciné est retrouvé dans le cimetière de Highgate. Peut-être un crime qui n'a rien de surnaturel. L'enquête ne permettra même pas d'identifier le corps. À part ça, tout semble revenir à la normale dans ce quartier d'ordinaire tranquille. Mais Farrante, tout comme la jeune fille insomniaque, est devenue étrange après sa rencontre avec la créature. Rite satanique, profanation de sépulture, il fait 5 ans de prison, puis célèbre des messes noires où il fume de la poudre d'os humain et pratique des envoûtements. Même la télévision française lui consacre un reportage.
chaque année depuis cette affaire, des témoignages continuent d'affluer. Apparitions étranges, comportements irrationnels, agressions et événements inexpliqués autour du cimetière de Highgate. À tel point qu'aujourd'hui, plus personne n'ose emprunter Swains Lane la nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.